pour parler donc des indications des différentes techniques dont les tendinopathies. J'ai fait quelques diapos donc, pour introduire le sujet. Comme vous le savez tous, en matière de tendinite, il y a trois types, grosso modo, de tendinite. Il y a la tendinopathie du corps du tendon. Là, sur la photo, donc, vous voyez une tendinopathie nodulaire du tendon d'Achille côté droit. Vous la voyez également, cette tendinopathie. Donc la tendinopathie corporeale du tendon d'Achille. Donc on la voit bien sur la jambe droite, hein, le tiers moyen du tendon d'Achille, et par l'imagerie, donc l'échographie. Deuxième type de tendinite, c'est la tendinite qui touche les structures donc avoisinantes du tendon, notamment les gaines synoviales, les gaines des tendons, qu'on appelle donc ténosynovite. Et en l'occurrence ici, donc on voit cette belle tendinopathie ténosynovite de Kervin. Troisième tendinite, c'est la tendinite qu'on appelle anthésite, donc c'est l'insertion du tendon sur l'os, ou maladie d'ailleurs d'insertion, anthésite d'insertion. Et sur l'image, donc vous voyez cette belle tendinopathie d'insertion de la patella, tendinopathie proximale. Donc ça, c'est les trois types de lésions. On parle après donc, de ces lésions de point de vue épidémiologique. Ça représente environ 30% des lésions musculo-squelettiques. Ces tendinites, on va les retrouver chez les sportifs, mais également chez les travailleurs de force, l'électricien, etc. Donc ça représente pour nous un défi thérapeutique, malgré bien sûr toutes les avancées qu'il y a eu, notamment en ondes de choc, en plasma riche, en plaquettes, et on parlera donc de tout ça. Les pores d'orthèse, bien sûr, les ondes de choc, là, je représente donc les ondes de choc focales éco-guidées sur une tendinopathie du fascia lataire, le port de cette orthèse également. Le traitement médical, donc le traitement rééducatif, qui consiste essentiellement pour nous donc, en traitement musculaire, donc mes prédécesseurs l'ont déjà dit, étirement, et un travail essentiel en excentrique, les protocoles qui sont connus et codifiés par Stanish. Donc, et puis on a donc un autre comme arsenal thérapeutique maintenant, le PRP, depuis une bonne dizaine d'années. Et comme l'a dit Philippe Afriya, il faut que ça soit éco-guidé. Ça, c'est une source sûre donc d'être dans le site. Et on va voir effectivement ces injections donc de PRP, notamment dans la tendinite fissuraire. C'est assez douloureux. Nos patients d'ailleurs sont préparés en anesthésie donc par gaz donc respiratoire. Ces injections donc dans les fissures, on a souvent la surprise que la fissure intratendineuse est beaucoup plus importante quand on l'a découvert sur l'échographie ou l'IRM. Ce procédé, bon, on l'a bien vu que c'est un procédé qui est admis maintenant, qu'il n'y a pas de quoi que ce soit, que c'est un procédé qui marche d'ailleurs. Récemment, donc, il y a eu également beaucoup d'études sur la cryothérapie, notamment la cryothérapie corps entier. Ça, c'est donc la grosse machine appelée également l'orthotripsie, donc onde de choc radio-éco-guidée, double donc, contrôle. Et ça, c'est le type de patient qui est installé donc devant cette boule
qui va délivrer ces ondes de choc pour, dans le cas présent, les aponevrosites plantaires. Voilà, donc je laisse la parole à mes collègues. Parlez-nous, donc tiens, Hicham, à côté de moi, parle-nous de ton expérience. Alors, moi, mon expérience sur les indications, puisque c'est principalement, on a vu plein de traitements, mais lequel choisir, comment faire. Alors, j'essaie toujours de revenir sur la base, correction des facteurs étiologiques. C'est la base. Si vous ne corrigez pas la technique de course, la position sur la selle, la façon dont il va se matcher, ça ne sert à rien. La première des choses, c'est corriger le facteur étiologique. La deuxième des choses, c'est essayer de faire, entre guillemets, un petit bilan de médecine régénérative, c'est-à-dire de voir s'il a des éléments qui vont perturber sa cicatrisation. Est-ce qu'il fume? Est-ce qu'il prend des anti-inflammatoires? Est-ce qu'il y a un problème sanguin particulier? Est-ce qu'il y a un problème de foyer infectieux dentaire? Est-ce qu'il est en carence vitaminique, en carence alimentaire? Il fait des régimes incontrôlés. On a beaucoup le cas, je pense tous, des femmes qui se remettent au régime et au sport en même temps, donc elles se carencent, elles se font des micro-lésions forcément, parce que c'est le principe de muscler un bras, on fait des micro-lésions et le muscle qui arrive, il est plus gros, plus fort. Et ben c'est le même principe, elle fait des micro-lésions sur les tendons, sauf qu'elle ne cicatrise pas, elle ne s'hydrate pas bien. Donc déjà ça c'est important, c'est les deux bases, c'est les deux socles. Sans ça, tous les traitements que vous mettrez en place, ils auront très peu de succès. Et après, comme l'a dit Azem, c'est devant quel type de tendinopathie je suis. Alors, le terme tendinite, c'est vrai qu'on ne l'aime pas trop quand on commence à aller dans le détail, mais tendinite, ça parle au patient. Et derrière, on dit quel type de tendinopathie. Est-ce qu'elle est inflammatoire? Donc ça, c'est en premier lieu la tendinite et la bursite. Donc là, le traitement, c'est des anti-inflammatoires. Sur la ténosynovite de Kervin ou sur une bursite avec épanchement, il n'y a pas mieux, on évacue et puis on infiltre. Et après, si elle n'est pas inflammatoire, on revient maintenant dans le cadre des tendinopathies, anthésopathie fissuraire, anthésopathie calcifiante, tendinopathie fissuraire ou tendinopathie corporelle ou tendinopathie calcifiante. Et en fonction de ça, on adapte le traitement. J'essaye de rester physiopathologique. J'ai une anthésopathie fissuraire ou une tendinopathie fissuraire. Ça veut dire que c'est la première étape de la cicatrisation qui n'a pas eu lieu. Et comme je vous ai dit, ça veut dire qu'il faut des plaquettes, des facteurs de croissance, venir faire un clot pour essayer de régénérer. Donc sur la fissure, moi j'ai plutôt tendance à faire du PRP. Après, je vous dirai un peu la complexité des situations. Sur la calcification, donc c'est la phase de régénération qui s'est mal passée. Donc je vais aller casser ce qui s'est mal passé ou sur de la fibrose. Et donc, je vais plutôt aller faire des ondes de choc, comme en a parlé Michel tout à l'heure. Et je vais, par exemple, mettre un peu de laser pour accélérer de temps en temps la cicatrisation post-PRP. Il y a de belles études sur le sujet. Et pour la ténotomie, quand j'ai de la fibrose qui résiste aux ondes de choc, ben, je vais aller gratter. Le tout, c'est que dans la vraie vie, c'est plus complexe que ça. C'est pas, il y a un trou, donc on met du PRP, il y a un excès d'inflammation, on met des anti-inflammatoires, il y a un problème de régénération, on fait une ténotomie ou on fait les ondes de choc. La restructuration, c'est le problème du kiné. Enfin, c'est le job avec le kiné à faire. Des fois, le tendon est malade, il y a une tendinopathie corporeale, et c'est ce tendon malade fragile qui fissure avant de rompre. Et c'est là où il faut ajuster. Donc pour ne pas tout effleurer, je laisserai la parole à Philippe pour en parler. Pour continuer dans ce que disait Hichem, qui est tout à fait juste, hein, sur les facteurs étiologiques, sur la discrimination des pathologies, il faut différencier la souffrance dans cette chaîne biomécanique. Est-ce que c'est le tissu dur qui souffre ou est-ce que c'est le tissu mou? Ça, c'est très important. Ça veut dire, est-ce que vous avez une fragilisation osseuse ou est-ce que c'est votre tissu tendineux, qui soit la gaine, qui soit la fibre, qui soit la jonction tendinopériostée, qui est le point faible? Parce que si vous avez... Et ça, c'est l'imagerie qui nous permet de le différencier. C'est-à-dire que l'échographie va nous permettre de faire une analyse fine du tissu mou, la gaine, le tendon, les insertions, mais c'est l'IRM qui nous donnera le mot final sur l'analyse osseuse. Parce que vous allez retrouver quelquefois des tendinites d'Achille rebelles, une contusion osseuse, un œdème osseux, c'est blanc, ça fixe, parce que la fragilité est osseuse. Et vous allez appliquer tous les traitements que vous voulez sur votre tendon, ça ne marchera pas. Parce que le point fragile, c'est l'os. Donc, quand on a une tendinite, ben, ce n'est pas forcément que le tendon qui souffre. Il ne faut pas oublier que le tendon, il s'accroche dans un os et que c'est peut-être lui qui est la cause de la pathologie. D'accord ? Après, deuxième chose, toujours pour continuer, il y a des sites plus ou moins rebelles. Il y a des sites qu'on arrive facilement à traiter et d'autres qui résistent.
Je pense notamment à un des sites, je pense, qui est le plus rebelle pour moi comme pour les autres, c'est le coude. Le coude, l'épicondylite latérale, le tennis elbow, hein, communément appelé, c'est vraiment un casse-tête parce qu'on a tout essayé dessus. On fait des ondes de choc, on fait de la méso, on fait du PRP, on fait des étirements, on fait de l'excentrique. Hein, et ça résiste et les gens, ils ont mal pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, ça revient, etc. Donc, quelquefois, ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres facteurs qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas encore analysés. Est-ce que c'est, comme disait Hichem, des facteurs métaboliques, faire des prises de sang? Est-ce que c'est l'hydratation? Est-ce que c'est l'alimentation? Donc vous voyez, c'est quand même assez complexe parce qu'il faut penser cette chaîne de travail comme un organisme dans son ensemble. Vous avez un tissu osseux, un tissu tendineux, une gaine, une synoviale. Donc tout ça, c'est des choses qui sont complexes. Donc on continue à se poser des questions. On n'a pas encore toutes les réponses, même si vous avez vu qu'on différencie plutôt 3 pathologies différentes et qu'en fonction de la structure qui est atteinte, on cible nos thérapeutiques. Je pense qu'il y a également la notion du repos, mettre vraiment le tendon au repos qui est indispensable. Et notamment là, tu parlais du coude, hein, mettre une orthèse au niveau du poignet, flexion dorsale à 40 degrés, et assez souvent donc coude au corps, etc. C'est aussi pour certaines tendinites est indispensable. Qu'est-ce que tu en penses, Michel? Alors moi j'en pense que vous avez tous raison, bien sûr. On a dit des choses qu'on a dans notre pratique courante. Il faut savoir aussi, avec toute modestie, maintenant qu'on commence à faire des chiffres très importants de PRP chacun et qu'on a encore des réponses qui sont pas données. Moi je voulais insister sur des choses, et c'est pas le hasard, même si tu as parlé de 2 tendons particuliers qui nous montrent des différences. Le tendon calcanéen qui n'a pas de gaine synoviale, et donc on n'est pas embarqué dans des problèmes de gaine synoviale, si ce n'est qu'on a des bursites et qu'on sait maintenant que la bourséreuse finalement c'est un tissu graisseux, c'est un tissu synovial, on se rend compte que ça, on est dans la difficulté. Dès qu'on est dans une bursite prétendineuse, voire pire encore, parce que souvent le diagnostic n'est pas tout à fait fait dans une bursite rétrocalcanéenne, on est dans une difficulté dans laquelle on aura du mal à s'en sortir. Et le deuxième tendon dont tu as parlé, qui est la ténosynovite de Kervin, elle nous le prouve bien. Nos résultats, ils ne sont pas très très bons dans ce domaine-là. Et maintenant, je pense qu'on se garde un peu de les piquer. Ce tendon calcanéen, il est fortement intéressant. Pourquoi, justement? Parce que finalement, on a les 3 entités. La jonction myotendineuse, où ça marche très bien, parce qu'on a quand même une très bonne vascularisation. La partie qui est la partie corporéale du tendon, où là, ça marche très bien aussi, et on est dans les éléments nodulaires qui demandent à régénérer. Et puis, l'anthèse, avec les difficultés qu'on a. Mais moi, je reste encore persuadé que la partie osseuse, c'est intéressant, parce que finalement, les effets des facteurs de croissance sur l'os, ils sont là, ils sont présents. Donc à partir du moment où sur l'IRM on n'a pas un œdème trop important au niveau calcanéen, au niveau de la grosse tubérosité calcanéenne, ça peut être intéressant. Et puis là aussi, là c'est la grande surprise, c'est l'épicondylalgie latérale, parce que c'est un concept, l'épicondylalgie latérale. C'est pas simplement qu'une tendinopathie des épicondyliens avec ces 6 tendons, mais c'est aussi des problèmes neurologiques, voire des problèmes articulaires. Et là, très ouvertement, on a du mal. Et on a beaucoup de soucis avec ce tendon, alors que finalement, presque les PRP, ça a presque commencé là. Alors que, et bizarrement, je ne sais pas si vous avez la même expérience que moi, l'épicondylalgie médiale, la tendinopathie des épicondyliens médiaux, a bien meilleur résultat. Alors là, pourquoi? Je ne peux pas vous dire actuellement. Absolument. En tout cas, on reste quand même dans un domaine vraiment de pathologie chronique. Il faut le dire aux patients, il faut l'annoncer dès le départ. On est devant des tendinites qui vont évoluer sur vraiment plusieurs années, voire plusieurs mois, voire des années. Sauf dans le sport de haut niveau, où là on est confronté. Alors moi j'ai un exemple très très récent d'un volleyeur d'équipe de France de volley qui joue à la SCAN, des insertions du coracobrachial sur la coracoïde, donc des délais quand même extrêmement importants. Et on se rend compte que nous, chez les sportifs de haut niveau, il y a des capacités régénératrices exceptionnelles, hors du commun. 3 semaines, reprise de compétition. Hallucinant. Voilà, hallucinant. Nous, on est scotchés, et je pense que vous, de temps en temps, vous êtes scotchés par les résultats chez les sportifs de haut niveau, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. On a l'impression vraiment que tu injectes et bam, 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 ça fabrique. Et là, on a des vraiment, vraiment bons résultats. Je
suis d'accord sur totalement ça. C'est vrai que ce que je disais quand je parlais du bilan de médecine régénérative, le sportif de haut niveau en général, l'hygiène de vie, l'hydratation, l'alimentation, les foyers infectieux, ils savent tous, ils vont régulièrement chez le dentiste pour la plupart, ou en tout cas ceux qui sont informés. Donc il y a vraiment un terrain très favorable à la médecine régénérative. C'est pour ça que d'ailleurs c'est un secteur où la médecine régénérative dans son ensemble est très efficace, parce que le sportif, vous lui apprenez pas trop les règles. Il y a juste, à la limite, la correction des fois de certains troubles de statique ou de troubles à la marche, en tout cas de troubles dans le jeu, de technopathie, j'ai envie de dire. Alors, je laisserai plus Philippe en parler, parce que c'est vraiment des spécificités de médecine du sport, mais sur l'imagerie, qui est un peu plus manquée, mais on voit évoluer effectivement des fois les sportifs sur des images, alors qu'on sait qu'un tendon, globalement, c'est entre 2 et 3 mois de cicatrisation. Les sportifs peuvent évoluer des fois beaucoup plus rapidement, pour peu que la technopathie soit gérée, c'est le cas particulier des sportifs. Pour rebondir sur la technopathie, ça ne concerne pas seulement les sportifs de haut niveau. Moi, je vois très souvent, et c'est la mode, beaucoup de gens qui se remettent à faire du sport, notamment des activités très à la mode comme le crossfit, c'est-à-dire on fait de la musculation globale de toutes les chaînes, on enchaîne les mouvements, c'est super dynamique, c'est sympa, on va tout remuscler. Sauf que c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de faire du sport, qui n'ont pas les bonnes positions, qui vont prendre des charges assez lourdes, beaucoup de répétitions. Donc il va y avoir une intensité, une charge d'entraînement inhabituelle pour les tissus. Et ils vont développer systématiquement, parce qu'ils travaillent des mouvements maîtres sur des grosses articulations, des tendinites à l'épaule, des tendinites au genou, des conflits fémoro-patellaires, parce qu'ils font des choses agressives. Et parce là, on est dans un cas de technopathie parce que les exercices sont mal réalisés, parce qu'ils n'ont pas la tonicité musculaire, l'équilibre musculaire nécessaire à réaliser le mouvement et la quantité de charge, et parce qu'ils ont de façon associée souvent des conflits posturaux, donc savoir analyser leurs problématiques posturales, plantaires, les équilibres, les scolioses, les problèmes de rachis, etc., qui ne sont pas prises en charge et qui vont décompenser quoi qu'il arrive parce que la charge d'entraînement est trop intense. Mais on retrouve, c'est la même chose que les sportifs de haut niveau, sauf que le niveau est beaucoup plus élevé. La charge d'entraînement, l'intensité, etc. On a de la technopathie sur souvent un conflit postural ou un déséquilibre d'un agoniste avec un antagoniste. Donc ça veut dire, pour vous expliquer qu'on a le même raisonnement. Ce qu'on a analysé pour le sportif professionnel, vous le transposez pour votre sportif amateur et vous vous rendez compte qu'il fait exactement, il y a les mêmes choses. Le même substrat produit les mêmes effets. Moi, je voudrais rappeler aussi la place de la chirurgie. Elle reste donc importante, notamment quand il y a des situations comme tu nous l'as présenté tout à l'heure, la maladie de Haglund qui cisaillait donc le tendon d'Achille. Là, le traitement, il faut vraiment faire casser donc cette apophyse osseuse, sinon on peut mettre du PRP, etc. Tant qu'on n'a pas résolu le problème à l'origine, donc on n'aura pas. C'est exactement la même chose au niveau de l'instabilité des péronéés latéraux, post-entorse, etc. Là, il faut refaire effectivement, remettre les tendons à leur place, refaire les gaines, etc. pour éviter donc les tendinites chroniques et les récidives. Alors les pathologies de conflit, oui, c'est quelque chose de très très intéressant, parce que les pathologies de conflit, justement, quand on rentre dans le système de l'équilibration, justement, c'est que c'est très compliqué à gérer. Pathologie de conflit, ça veut dire parfois des éléments anatomiques, par exemple comme le syndrome de l'essuie-glace avec un génuvarum important ou un condyle latéral qui est un petit peu proéminent. C'est vrai que là, on va être dans des difficultés, et c'est vrai que les syndromes de l'essuie-glace ou les tendinopathies de la mollette iliotibiale, elles nous posent certains problèmes. On les résout pas toujours. Il faut savoir aussi que dans ces syndromes de conflit, on en a au niveau de l'épaule très important, et c'est vrai que c'est une des difficultés. On cherche, on essaye de mettre de l'acide hyaluronique pour limiter le conflit, c'est une des difficultés, mais je pense que la prise en charge du conflit, elle est préalable. Ça, c'est très important. Et on est confronté parfois à des troubles anatomiques qui nous poussent finalement à se retourner vers le chirurgien pour régler le préalable. Haglund en fait partie, le fascial latent en fait partie. Au niveau de l'épaule, on en a aussi. Juste une chose quand même qui est intéressante, c'est que au niveau de l'épaule, on n'en a pas trop parlé. Et Jean-Marc, peut-être tu vas en parler un petit peu, mais dans certains types de fissures intratendineuses du suprasupinatus,
on a de super résultats. Alors que on l'a commencé, et en tout cas pour mon cas, sur la pointe des pieds. Parce que ça, c'est pas un geste compliqué à faire, mais par contre, d'aller piquer dans le tendon suprasupinatus qui était fissuraire, ça, intellectuellement, c'était un peu, pour moi, un petit peu difficile. Et finalement, à la lumière de ceux qui ont été faits, je trouve que c'est des éléments qui ont de très bons résultats. Bien entendu, si le conflit antéro-supérieur, voire le conflit postéro-supérieur a été réglé. Alors juste une chose pour rebondir, parce que ça m'a fait penser à quelque chose que je voulais vous dire sur les problématiques anatomiques, c'est que quelquefois, on doit l'être et on peut l'être un peu dur avec les patients, parce qu'il y a des gens qui ont des contre-indications à certains sports et qui ne veulent pas l'admettre. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont des anomalies posturales qui leur contre-indiquent certaines activités. Mais comme ils vont courir avec leurs copains, avec l'équipe du travail, etc., ils veulent absolument le faire parce que c'est social, parce que maintenant le sport c'est sur prescription médicale, donc c'est bon pour la santé. Mais surtout, il faut discriminer quel sport pour qui. Hein, là, on s'éloigne du sujet des tendinopathies, mais j'y pensais parce que ça, c'est super important. Parce que les gens, voilà, ils veulent tous se remettre à faire du sport, et la plupart du temps, ils vont faire les sports les plus basiques et les plus simples. Soit ils vont faire de la musculation, ils vont faire du fitness, soit ils vont aller courir. Mais il y en a, ils sont contre-indiqués, ils ont des morphotypes qui les contre-indiquent à l'indication, ils vont dans le mur. Ils vont obligatoirement se blesser et s'abîmer. Et nous, notre rôle, c'est de savoir habilement, parce que bon, là je le dis de façon un peu péremptoire, mais habilement leur dire oui, c'est bien de faire du sport et tout, mais bon, essayez de faire, au lieu de faire 4 fois par semaine la course à pied, essayez de faire une fois ça, un peu de vélo, un peu de truc, un peu de machin. Hein, il faut savoir un peu les réorienter, les guider. Oui, alors justement, dans les histoires de reprise, tout à l'heure, moi je parlais des reprises précoces chez le portier, et j'ai employé le terme de patient bigorexique. Vous savez ce que c'est la bigorexie ou... C'est une addiction. C'est une addiction au sport. Voilà, c'est des patients, alors je mets les guillemets, psychiatriques. C'est-à-dire, eux, ils vont nous poser certains problèmes. Et on en voit de plus en plus des patients bigorexiques. On leur dit, bon, alors attendez, on va vous faire les PRP, donc là, pendant 15 jours. 15 jours? C'est pas possible. Je ne peux pas pendant 15 jours. Voilà, donc ça, et c'est vrai que ces patients-là, il faut trouver aussi des solutions de remplacement. Parce que de toute manière, ça sera un échec de nos techniques. Ils vont faire n'importe quoi. Ils sont dans la telle addiction. Moi, je viens de faire les PRP, justement, une série de 3 injections à une patiente qui avait une lésion tendineuse des disques jambiers, qui est championne de France de steeple. Elle, ça a été extrêmement compliqué. Elle avait plus de 50% des 2 tendons conjoints au niveau des disques jambiers abîmés. C'était extrêmement compliqué de lui faire comprendre que pendant la période du traitement, il ne faudrait pas qu'elle court. Très compliqué. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Deux petites remarques très rapides. La première, je pense que globalement, vos techniques, ça doit marcher parce qu'on en opère de moins en moins, malgré tout, de tendinite. Donc il y a bien une cause. La deuxième qui est un peu à part, mais pour Hichem, qui est une remarque aussi, les indications dont tu as parlé pour la médecine régénérative articulaire, et enfin, vous savez tous les cas que j'en fais faire beaucoup, donc j'ai rien contre, au contraire. Mais les indications dont tu as parlé, c'était en fonction de la profondeur de la lésion. Les stades 1, 2, 3, 4, c'est ce qu'on appelle les chondrites fibrillaires aérosives. Je crois qu'il n'y a pas que ça dans l'indication on fait du régénératif ou directement de la prothèse. Il y a notamment l'étendue de la surface de la lésion et bien sûr l'âge du patient. Je veux dire par là qu'une chondrite érosive étendue à tout le condyle de quelqu'un de 75 ans, sauf ceux, et il y en a qui veulent pas entendre parler de prothèse, les autres, à mon avis, il faut aller à la prothèse. Alors après, et bien sûr, la lésion localisée, profonde du sujet jeune, celui-là, il ne faut sûrement pas aller à la chirurgie, il faut bien sûr aller à bloc, pour le coup, dans les médecines régénératives. C'était une remarque, mais qui est importante, je crois, dans la logique de réflexion sur la prise en charge. Elle est bien sûr en fonction de l'âge. J'ai une question ici. C'est pour le docteur Gaillot. Dans les indications des ondes de choc, vous avez parlé à juste titre des fractures de fatigue. Mais est-ce que ces indications sont bonnes aussi pour le stade avant, qui est bien souvent la périostite, les ondes de choc et la périostite? Alors, au-delà même de la périostite, on a les éléments, par exemple, de l'œdème osseux. Et là, la conduite, elle est un tout petit peu compliquée parce que, par exemple, j'ai une petite série maintenant de spondylolyse traumatique chez des sportifs, et on se rend compte qu'en mettant un petit peu en avant tout de suite, parfois l'IRM, on est tombé sur des stades antérieurs qui sont les stades d'œdème osseux. Et là, quid de l'indication? Moi, à la lumière un peu du travail sur les ondes de choc, je me rends compte que vraisemblablement, cette sécrétion de facteurs de croissance, cette néo-angiogénèse,
aussi cet effet antalgique qui n'est pas exclu. C'est intéressant. Et c'est vrai que pour les périostites, le problème ne se pose pas, c'est un très très bon traitement. Mais pour l'œdème osseux, où on était plutôt en attente et on se disait, il faut attendre, hein, pour ceux qui connaissent pas trop. Hein, mais c'est vrai que si on compare un peu l'os à une boîte de Coca-Cola, c'est l'atteinte du Coca et c'est pas l'atteinte de la boîte. Hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment quelque chose qui est à l'intérieur et on se dit, est-ce que dans un deuxième temps, la boîte va être atteinte? Et peut-être qu'en étant préventif, c'est intéressant. En tout cas, moi, je suis parti dans ce sens-là. Juste pour corroborer ce que dit Michel, il a tout à fait raison. Il faut concevoir à ce stade-là d'œdème osseux, qui est le stade préfracturaire, comme une espèce d'asphyxie métabolique du tissu osseux qui n'arrive pas à se régénérer. Normalement, il est en équilibre. Et cette asphyxie-là, on va la réoxygéner avec les microtraumatismes qu'on crée avec les ondes de choc. Donc évidemment, c'est un intérêt. Moi, je vais en dire un peu plus parce que c'est vrai que l'œdème osseux, j'ai beaucoup travaillé sur les ondes de choc, sur l'œdème osseux, et c'est vraiment un des sujets qui me passionne parce que je pense qu'il y a une phylogénie entre la fracture de fatigue, l'œdème osseux, l'ostéonécrose, et j'ai beaucoup de cas effectivement d'ondes de choc d'ostéonécrose sous ondes de choc qui ont récupéré ad integrum, donc on la publiera parce que c'est une belle série, et c'est vrai que l'onde de choc c'est pas efficace, c'est le seul traitement avec un peu la laser thérapie qui draine un peu l'œdème, mais c'est le seul traitement de l'œdème osseux. C'est-à-dire que moi j'ai les échecs quand j'infiltre un patient dans un genou, s'il revient un mois plus tard et qu'il me dit j'ai mal, je lui fais l'IRM de suite, puisque nous on a un accès à une IRM de recherche, je fais l'IRM de suite et il y a un œdème osseux, dans 90% des cas. Donc ça veut dire que les infiltrations ou les traitements qu'on va mettre dans l'articulation ne vont pas jouer dans l'os parce qu'ils ne passent pas dans l'os. Et donc là, il faut un traitement qui va traverser. La chirurgie n'est bien évidemment pas envisageable. Il y a eu des tentatives de traitement par biphosphonate qui n'ont pas été un grand succès. En tout cas, les ondes de choc, dans ma pratique, sur une pathologie qui est quand même l'œdème osseux, qui des fois dure jusqu'à 6 mois de douleur et visible à l'IRM, effectivement, on a une belle régression du temps parce qu'on accélère et ça reste un problème, comme l'a dit Michel, de vascularisation. Le tissu s'asphyxie et c'est un problème de vascularisation. Et nous, en allant l'agresser, entre guillemets, le stimulant, on va activer une néovascularisation qui va avoir deux effets. Un effet antalgique, un effet il va vider l'œdème parce qu'on a ouvert les tuyaux en fait. Et donc il va drainer l'œdème. Donc c'est vraiment carrément une des meilleures indications des ondes de choc. Il y a juste pour donner un autre détail. Dans les thérapies adjuvantes pour le traitement de l'œdème osseux, ce n'est pas utilisé en France, mais dans d'autres pays d'Europe. Je vous en parle parce que je l'ai vu dans d'autres pays, c'est en Allemagne notamment. Ce sont les champs magnétiques. Les champs magnétiques ont un effet très intéressant, j'ai vu des résultats bluffants, sur l'œdème osseux. Je ne sais pas si tu as l'expérience de ça. Donc c'est des thérapies adjuvantes nouvelles, parce qu'en fait c'est venu du fait qu'il y a des patients qui passaient des IRM, mais en sortant de l'IRM, ils disaient j'ai moins mal. Et de là, ils ont étudié, essayé de comprendre, et ils se sont rendus compte que le champ magnétique, avec des intensités contrôlées, des doses, etc., on arrivait à l'utiliser en thérapeutique et que ça avait un effet sur l'os. Je donnerai l'idée au docteur Alcha Hayel, qui a la machine. En tout cas, merci, et on va passer donc à l'entracte.